Les carnets de Philippe Bertin, scène de crime en Normandie, podcast by Tendance Ouest. Bonjour et ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de nos scènes de crime en Normandie. En novembre 1969, le jour de la Toussaint, un corps inanimé était retrouvé à mi-pente d'une falaise de la Hague dans la région de Landemer. Ce corps, c'était celui d'un jeune homme, Serge Lepetit, 17 ans, scolarisé au lycée Grignard de Cherbourg. Nous avons déjà consacré un de nos épisodes à cette affaire restée mystérieuse depuis maintenant plus de 50 ans. Que s'est-il réellement passé ? Qui a tué Serge Lepetit, assassiné d'une balle dans la nuque ? Quels sont les mobiles de ce meurtre encore inexpliqué ? Toutes sortes de pistes ont été échafaudées pour essayer de comprendre et d'élucider ce mystère. À ce jour, aucune d'elles n'a abouti. Et si nous vous en reparlons aujourd'hui, c'est qu'une contre-enquête est actuellement en cours sur ce dossier. Elle est menée par une enseignante photographe journaliste, Agnès Villette, originaire de Négreville dans le Nord-Cotentin et qui se passionne pour ce fait divers étrange. Elle souhaite d'ailleurs en faire un livre, a quitté l'Angleterre où elle travaillait jusqu'alors pour s'installer à Cherbourg afin de mener ses investigations. Nous l'avons donc rencontrée pour les besoins de ce nouvel épisode consacré donc à l'affaire Serge Lepetit, le mort de Landemer. Podcast by Tendance Ouest. Et j'ai tendance à m'ennuyer beaucoup lors des périodes autour de Noël. Donc je me rappelle, je cherchais des infos sur Internet, je surfais comme ça, comme on peut le faire, sans but réel. Et j'étais tombée sur la page de Wikimanche, où il y a un bref texte en fait, qui résume l'histoire de ce crime non élucidé qui s'est passé en 69, le jour de la Toussaint, et une photo d'identité de Serge Lepetit qui avait été la victime. Et le texte, les informations qu'il contenait, comme l'image de ce jeune homme qui avait 16 ans à l'époque, m'avait beaucoup marqué. Et beaucoup des informations de ce fait divers recoupaient en fait des sujets que j'abordais déjà dans des travaux différents. Alors, vous m'avez dit, il y a le fait lui-même, il y a le contexte, il y a les circonstances de ce drame qui est raconté sur Wikimanche, que vous avez découvert. Et puis, il y a la photo d'identité de Serge Lepetit. Et vous dites, cette photo, elle m'a intrigué, elle m'a frappé. Alors, je rappelle, vous êtes photographe. En quoi cette photo vous a-t-elle intrigué ? Alors déjà, c'est une photo aussi qui capture une époque, c'est une photo noir et blanc, et comme on faisait à l'époque, ça m'avait amusé aussi, où on photographiait les photographies d'identité de 3/4, ce qu'on fait plus du tout maintenant dans les machines qui nous photographient. Et à travers Serge Lepetit, il y avait évidemment cette personnalité un peu romanesque, ça m'a tout de suite fait penser un peu à Julien Sorel, je ne sais pas pourquoi, dans Le Rouge et le Noir, et aussi à cette jeunesse en colère. Il avait 16 ans, c'était l'après 68. Et il y avait dans ce visage et dans l'expression quelque chose d'assez provoquant, arrogant. Il y avait une beauté assez étrange aussi. Et aussi les petits détails des vêtements qui marquaient que c'était un garçon de bonne famille. Enfin, il y avait un composite. Et il y avait aussi une identité forte d'une personnalité qui était là et qui avait disparu de manière tragique. Donc, le visage seul ne m'aurait pas arrêté ou intrigué s'il n'y avait pas eu le contexte dans lequel, évidemment, le personnage évoluait. Le fait divers, c'est quelque chose qui vous passionne ? Oui, alors il y a plein de points d'entrée dans les faits divers. Pour moi, ça a toujours été les textes un peu des surréalistes qui ont beaucoup parlé de la richesse des faits divers. Ils étaient férus, en fait, de faits divers. Il y a beaucoup en Grande-Bretagne aussi, beaucoup de gens en fait, qui travaillent en littérature à partir des faits divers parfois assez hyper violents ou un peu glauques de l'Angleterre victorienne. Donc ça m'a toujours intéressée, mais pas à des degrés, pas à la manière dont ce fait divers-ci qui a fonctionné pour moi, parce qu'il y avait une richesse particulière et une opacité et une résistance. Mais en effet, les faits divers, de toute façon, en littérature, c'est en général d'une richesse incroyable. Vous êtes observatrice, vous êtes journaliste, on vient de parler des faits divers. Comment vous expliquez précisément cette fascination qui semble de plus en plus prégnante pour les faits divers ? Nos journaux en sont pleins, il y a énormément d'émissions de radio, de télévision qui sont consacrées aujourd'hui aux faits divers. Des plateformes, je pense notamment à Netflix, y consacrent aussi beaucoup de place. Comment vous expliquez ?
Je pense qu'on peut attraper une époque par rapport à ces faits divers. Et en fait, un fait divers, c'est une manière de le déployer ou de l'ouvrir, de le déconstruire. Tout y est, en fait. Alors, chaque époque a ses faits divers et chaque époque mérite des faits divers précis et particuliers. Je pense pas que au niveau, il y ait plus d'intérêt actuellement. C'est juste que les médias se sont démultipliés et qu'on a des approches diversifiées et que les faits divers ont toujours intrigué parce qu'il y a toujours un angle mort en fait au niveau de la rationalité, de la compréhension. Il y a toujours un mystère et c'est toujours aussi fondamentalement quand même le souci de la vérité. C'est de rétablir une vérité qui a été perdue à un moment donné dans les faits. Et dans le cas particulier de cette histoire du meurtre de Landemer, on a ce qu'on appelle en anglais un cold case, c'est-à-dire un crime non élucidé, avec en plus 51 années qui se sont écoulées depuis les faits, donc avec cette espèce de résistance du temps, où les faits ont continué et les gens qui ont connu l'époque, les protagonistes, commencent aussi à disparaître. Donc on a cette histoire qui devient de plus en plus énigmatique, qui est finalement happée aussi par le temps et l'oubli. Votre travail, il porte sur l'enquête, le fait divers lui-même, en l'occurrence l'affaire de Serge Le Petit, ou il va au-delà pour raconter une époque? Qu'est-ce qui vous intéresse? De retrouver la vérité, retrouver qui et comment, qui a tué Serge Le Petit et comment s'est déroulé ce meurtre, ou de raconter le contexte, l'histoire, Cherbourg, cette ville singulière au bout du monde? Alors, singulière totalement. Donc, en fait, ce qui m'intéresse, c'est les trajectoires. C'est aussi des questions de contexte historique, géographique, social. Et le fait qu'une ville peut croiser, comme là, le contexte de cette ville de Cherbourg pendant la guerre froide, dans les années très importantes au niveau du développement économique et militaire de la ville, comment la trajectoire individuelle d'un jeune garçon, qui n'était d'ailleurs pas originaire de Cherbourg, qui venait de Bretagne, a pu croiser cette espèce de contexte très particulier. Très fort. Il y avait quand même une violence pas une violence manifeste, mais une violence un peu dormante et qui s'est manifestée lors de l'événement de sa mort, qui est si particulier. Ce qui m'intéresse évidemment, parce que j'ai beaucoup lu, je suis une grande lectrice de Balzac, et comment les lieux informent aussi les personnes. C'est-à-dire on n'est pas seulement une personne avec une identité, une psychologie, mais on est aussi fabriqué à partir du lieu où on est. Et l'histoire de Serge m'intéressait particulièrement en lien avec Cherbourg et son passif, et c'est toujours actuel d'ailleurs, sa dimension de son histoire militaire et de son histoire nucléaire. Et donc ces éléments et le fait que ce meurtre soit intervenu, il est encadré par deux grands événements majeurs, évidemment qui sont eux passés à la postérité. D'une part, la sortie d'un sous-marin nucléaire quelques semaines avant, et littéralement 6 semaines après son décès, l'histoire des vedettes qui sont sorties à la nuit tombée du port de Cherbourg pour rejoindre Israël, le port de Haïfa. Donc je crois que ces deux événements-là, qui sont des événements de la grande histoire avec un grand H, qui encadrent une vie, une trajectoire personnelle, individuelle et singulière, il y avait des effets de résonance. Agnès Villette, vous travaillez donc à la rédaction d'un ouvrage, mais d'abord vous enquêtez, d'un ouvrage donc consacré à cette affaire. Ça fait déjà plusieurs mois que vous travaillez sur cette histoire, mais là vous vous êtes installé à Cherbourg, vous avez quitté l'Angleterre pour venir ici, précisément pour boucler votre affaire, pour boucler votre enquête? Boucler, peut-être beaucoup dire. Et je n'ai pas non plus, il faut aussi le dire et le souligner, je n'ai pas la prétention de résoudre cette histoire. Le meurtre et son histoire et son contexte m'intéressent. La vérité m'intéresse. L'idée de pouvoir raconter aussi une époque m'intéresse. Mais c'est en toute modestie aussi que j'entame ce travail. La plupart de mes travaux ont des formes littéraires, donc je ne m'éloigne pas non plus de mes territoires un peu plus familiers. Cherbourg, oui, je voulais absolument à un moment donné de ma vie y habiter. Je sais pas, j'ai une fascination pour cette ville et j'ai des choses à y faire par ailleurs. Mais c'est vrai que je voulais comprendre en fait cette histoire, le meurtre de Landemer, cette histoire non résolue à partir de la ville. Et il n'y avait pas d'autre moyen en fait que d'y résider moi-même et aussi d'activer un peu, de rencontrer des gens, des protagonistes. Et on peut pas le faire si on habite en Angleterre, c'est trop compliqué. Mais aussi faut avoir ce temps un peu, c'est une disponibilité particulière de regarder les choses, de les écouter, de les voir, de rencontrer des gens.
Et on peut le faire qu'en étant sur place. Vous m'avez dit, en préparant cet entretien, que depuis que vous avez fait savoir que vous étiez là, que vous enquêtiez, que vous travailliez sur place sur l'affaire de Serge Le Petit, sur l'affaire de cet assassinat non résolu, vous avez suscité des réactions et vous avez même été sollicité par des gens qui ont vécu ce fait divers singulier, non résolu, qui a marqué une ville. Qu'est-ce qu'ils vous disent, ceux que vous croisez aujourd'hui, à ce sujet ? D'abord, j'étais assez étonnée parce que c'est l'offre de la presse de la Manche de faire passer un petit peu cet appel à témoins à 51 années d'écart qui m'avait été faite. Je l'avais saisie au vol parce que je trouvais que c'était une bonne opportunité de rencontrer des personnes, mais j'ai eu quand même plusieurs appels ou des emails avec des gens, oui, qui à différents niveaux, différents degrés d'implication ont été, et du moins vivaient ici, ont croisé Serge Le Petit, ont été élèves au lycée Grignard avec lui, habités sur le même palier, ou des gens qui, comme une dame qui était greffière du juge Gras à l'époque. Enfin, donc déjà, j'étais étonnée de la générosité des gens qui prenaient sur leur temps pour m'appeler, qui avaient très envie en fait de parler de cette époque, hein, d'eux aussi à travers cette époque et d'eux aussi à travers cet événement. Et combien aussi, et c'est vrai pour revenir sur ce que vous dites, combien l'événement semblait les avoir marqués. Puisque je savais bien que ça avait quand même été assez choquant. La ville avait été un peu secouée par cet événement. Mais c'était resté assez abstrait pour moi. C'est seulement en reparlant 51 années plus tard à des protagonistes, mais qui n'étaient pas des proches, que j'ai compris en fait combien ça avait marqué la ville. On a raconté ici sur Tendance Ouest, à l'occasion de podcasts consacrés aux scènes de crime en Normandie, l'histoire particulière de Serge Le Petit et les différents scénarios qui ont pu être échafaudés entre une affaire de vengeance, une affaire de drogue, une affaire d'espionnage, une rencontre qui aurait mal tourné, une affaire amoureuse, etc. À la lecture des rencontres que vous-même vous effectuez, à la lecture du travail de recherche, d'investigation que vous menez, est-ce qu'il y a une piste ou deux qui semblent plus privilégiées que d'autres ? Alors, au stade où j'en suis, je me garderais bien d'avancer des pistes. D'abord, ce qui m'intéresse, c'est d'écouter ce qu'on me raconte et d'être plutôt ouverte à toutes les possibilités, tous les récits, toutes les informations. Donc, je n'ai pas d'idée préconçue. Après, j'ai mes grilles de lecture sur des événements ou des structures un peu aussi, qui sont un peu les structures historiques de l'époque. Pendant la guerre froide, on ne pensait pas de la même manière que nous actuellement. Il y avait quand même et aussi la morale de l'époque, en 69, la moralité était beaucoup plus importante. Donc j'ai des grilles de lecture qui viennent plutôt qui sont a posteriori, que j'applique a posteriori sur l'époque, mais ce qui m'intéresse plutôt dans ce stade-là, c'est de recouper des événements, de trouver des interlocuteurs, des documents et de proposer après, une fois que j'ai suffisamment de matière, de proposer une lecture et aussi de penser l'enquête en termes aussi d'écriture, de structure romanesque. Alors, c'est pas un roman, parce que c'est un roman, ce qu'on appelle de non-fiction, qui est un peu un genre pas extrêmement connu en France, c'est plutôt une veine anglo-saxonne. On pense à Truman Capote, par exemple, non ?
Oui, c'était lui d'ailleurs le fondateur. C'est aussi ce que les Britanniques appellent c'est une littérature journalistique en fait. C'est un mode un peu hybride. On le trouve en France parce qu'il y a des très grands écrivains. Il y a Yvan Jablanca, il y a aussi Emmanuel Carrère, il y a aussi un autre écrivain qui a écrit La Serpe. Philippe Gelada. Oui. Ouais, Philippe Gelada. Donc il y a quand même pas mal de personnes et de très très bons écrivains. Mais c'est vrai que c'est pas un genre extrêmement développé encore. Je pense que ça risque de l'être assez vite. Mais c'est aussi un mode de lecture du réel qui recoupe. C'est vrai qu'il y a plusieurs points d'entrée parce que tous ces écrivains, et ce qui m'intéresse aussi, c'est des points d'entrée un peu sur la sociologie d'une époque, l'histoire, la psychologie, c'est d'avoir des grilles un peu de lecture sans rien plaquer, mais en essayant, avec justesse, justement, de saisir une époque, quelque chose de singulier. Je reviens un peu à ce qu'on disait au tout début. Qu'est-ce qui vous intrigue aujourd'hui qu'est-ce qui vous frappe, qu'est-ce qui vous interpelle dans ce que vous savez de l'affaire Le Petit et de cette personnalité de cet adolescent? Je pense que le mot qui résumerait le mieux, en fait, qui formulerait le mieux une réponse à votre question, c'est le mot paradoxe. Et c'est pas forcément de mon fait, c'est-à-dire que dès les premiers jours, dès que ça s'enclenche l'enquête, il y a des faits, des informations, une multitude d'informations qui sont totalement paradoxales et qui ne permettent pas aux enquêteurs de constituer une sorte de tableau figé à un moment donné, une personnalité et aussi une sorte de contexte autour de lui. Vous pensez à quoi ? Je pense qu'il y a des tas de... Bon, déjà, la personnalité de Serge Le Petit, il y avait vraiment deux versions. Il y avait la version de ses parents, et qui était une version qui a été confortée aussi par le lycée, par le proviseur du lycée de l'époque, par ses camarades, d'un garçon très effacé, très sérieux, très bon élève. Et les révélations qui sont intervenues quand ses camarades du voyage en URSS ont été interrogés, où là, il y avait quand même... il était sorti, il avait bu, il avait peut-être pris de la drogue à Berlin-Ouest. Et le fait aussi qu'il y avait cette histoire d'une femme, Marina, dont le prénom revient dans ses cahiers d'étudiants, et que l'appartement avait été retrouvé dans un état comme si on y avait fait une espèce de fête, alors que c'était quelqu'un qui était connu justement pour être assez solitaire et taciturne. Donc il y avait des personnalités comme ça complètement opposées, des choses qu'on ne pouvait pas réconcilier, avec aussi, comme j'ai dit rapidement, une multitude d'indices, une richesse d'informations, mais qui ne composent pas finalement, lorsqu'on les met bout à bout, une histoire, quelque chose de cohérent et de rationnel. Les parents de Serge Le Petit sont décédés. La famille de Serge Le Petit vit en Bretagne. Est-ce que vous avez essayé ou est-ce que vous souhaitez les contacter ? Alors, je trouve toujours délicat quand on vient, comme moi, de l'extérieur, en fait, à une histoire ou même à une époque, à une ville, de toujours aller de manière frontale. Donc, je préfère avant rencontrer beaucoup de gens qui sont un peu... comme les cercles un peu extérieurs, et à un moment, quand les choses seront plus posées, de les retrouver. Je sais que les parents sont décédés, mais que son frère est peut-être encore vivant, que la famille était retournée, en fait, après la clôture du dossier, vivre en Bretagne, d'où ils étaient originaires. Mais il y a aussi, je trouve, il y a quand même, il faut rester délicat avec ces événements. C'est des choses qui ont marqué des familles, qui ont été des événements traumatisants. Donc, je remonte le fil un peu de l'enquête. Je sais qu'à un moment donné, j'irai en Bretagne, je chercherai les gens que j'ai identifiés, mais je veux pas le faire de cette manière directe, brutale. Donc, N'empêche que, en faisant ce travail, vous réveillez des souvenirs qui sont, pour certains, sûrement enfouis et dont on se passerait bien, non ? Oui, je crois que là, c'est quelque chose auquel je réfléchis. C'est-à-dire que je sais ce que ça veut dire. Et en effet, parce qu'il y a évidemment toute la partie, quand on le replace, c'est aussi dans un cadre d'une écriture littéraire. On a ce cadre. C'est un vrai sol, en fait, qu'on a sous les pieds. Parce que c'est pas... Mais c'est vrai que quand on oublie qu'il y a ce cadre de travail et cet objectif final, c'est vrai que oui, il y a des choses. Et le passé... il y a des tas de choses, d'informations dormantes, de connaissances qui peuvent s'activer.
dont on n'a pas la maîtrise, hein, mais bon, c'est aussi, ça fait partie du processus, et c'est quelque chose aussi qui donne un énorme sentiment il y a une grande surprise, c'est-à-dire que chaque interlocuteur que j'ai pu rencontrer depuis la parution dans la presse de la Manche, j'ai toujours un moment où, avant de les rencontrer, avant de leur parler, où je suis vraiment dans l'expectative, quoi. C'est assez fascinant aussi de rencontrer tous ces gens. Diriez-vous aujourd'hui, à la lecture de votre travail, que l'enquête, il y a 51 ans, a été mal faite ? Alors, si j'étais une professionnelle ou même journaliste judiciaire, je pense que j'aurais une opinion ferme et décisive là-dessus, ce qui n'est pas du tout le cas. C'est juste des lectures, en fait, en reprenant les archives. Il y a en effet une enquête qui part dans tous les sens, qui est pas très maîtrisée. Il y a beaucoup d'interlocuteurs, en fait, parce qu'il y a la gendarmerie de Beaumont, la sûreté sur Cherbourg, la SRPJ de Rouen, enfin... À un moment donné, il y a une démultiplication aussi de services qui tous vont se mettre à travailler en parallèle et peut-être pas forcément ensemble. C'est difficile de le dire. Après, il y a toujours... l'époque était très, très différente. Hein. Les meurtres et les crimes étaient très peu courants, en fait, hein, sur Cherbourg. Donc, il n'y avait pas aussi de dispositifs et de pratiques professionnelles peut-être à la hauteur de cette histoire-là. Après, il y a des tas d'autres suppositions aussi, mais... C'est trop tôt, en fait, pour se prononcer. Est-ce que vous pensez qu'un jour, on connaîtra la vérité ? Je pense qu'on sait toujours à un moment donné la vérité. Après, ça peut prendre beaucoup de temps. C'est des choses qui se logent quelque part dans des mémoires, dans des objets, dans des textes. Il y a toujours quelque chose qui revient, ouais. Un article de La Manche Libre, à l'époque, qui avait suivi l'affaire au premier plan, écrivait qu'on était peut-être en face d'un crime parfait. Et ce à quoi le juge d'instruction avait répondu aux journalistes de La Manche Libre, le crime parfait, ça n'existe pas. Quel est votre sentiment ? Oui, c'était la phrase du juge Gras. On le voit d'ailleurs, il y a une interview, puisque les équipes de télévision de la FR3 Normandie étaient venues. Ça s'appelait peut-être pas FR3 Normandie, mais... Donc il y a cette interview du juge Gras au tribunal. Et en effet, c'est quelque chose qu'ils vont lui dire. Et il a cette formule, oui. Je pense pas non plus que le crime parfait existe, parce qu'on est humain et les humains sont faillibles. Après, c'est des conjonctures, hein. C'est un contexte qui peut faire qu'une histoire ou qu'un crime n'est pas élucidé sur le moment. Mais non, on n'est jamais parfait. Quand pourra-t-on lire votre travail ? Il faut l'écrire, et ça c'est long. Ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais bon, ça avance. Je sais pas, j'ai pas de date butoir là-dessus. Ouais. C'est un travail en cours. Bon courage alors. Merci beaucoup. Merci. Podcast by Tendance Ouest. Podcast by Tendance Ouest.